Bonjour et bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Émilie, passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles voyageurs, qu'ils soient expatriés, nomades, tour-du-mondistes ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast est disponible partout, sur le blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Alors détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on part à la rencontre d'une famille hors du commun. Clotilde et son mari ont quitté la France avec leurs 4 enfants pour poser leurs valises au Kazakhstan. Leur quotidien est rythmé par des défis uniques, des hivers qui plongent sous les moins 30 degrés, l'apprentissage du russe, une langue aussi complexe que fascinante, et une culture riche, parfois très éloignée de nos repères français. Nous avons abordé la question de l'école à la maison et projets professionnels qu'elle développe à distance. Clotilde nous raconte comment ils affrontent le froid extrême, comment ils arrivent à s'intégrer et trouver leur place dans ce pays au paysage grandiose. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Clotilde, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast de Parents Voyageurs. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Oui, bonjour Émilie, avec plaisir. Je suis ravie d'écouter ton expérience qui est pas commune d'ailleurs. Déjà pour commencer peut-être, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter et puis me dire qui tu es, présenter ta famille? Oui, alors moi j'ai 34 ans. Je suis une maman de 4 jeunes enfants puisque l'aîné vient juste d'avoir 9 ans. Je suis mariée et voilà, donc effectivement nous venons d'arriver au Kazakhstan. Quelle idée d'aller s'installer au Kazakhstan? Quel vent vous a emporté dans ce pays? Alors depuis qu'on se connaît avec mon mari, même avant que ce soit mon mari, c'est vrai qu'on s'est jamais caché qu'on aimait voyager, qu'on aimait découvrir d'autres pays et surtout des pays pas communs comme tu l'as dit. Moi-même j'ai fait mes études sur l'ex-Yougoslavie. Voilà, je me suis passionnée pour cette zone géographique qui est une zone où tout le monde me disait mais c'est où? On sait à peu près que c'est par là-bas, mais voilà. Donc j'avais appris le serbo-croate, ce qui me sert beaucoup aujourd'hui, mais ça je le savais pas encore. Et du coup, voilà, quand on nous a proposé cette migration professionnelle de venir au Kazakhstan, c'était absolument pas prévu, pas du tout, même pas imaginable. Voilà, donc c'était une super opportunité et voilà, à la fois professionnelle et pour nous familialement de découvrir ce pays. Donc on a tout de suite dit oui et voilà, donc là c'est une super aventure qui s'offre à nous. Carrément quoi. Et ça fait combien de temps que vous êtes installés là-bas maintenant? Là, ça fait bientôt 6 mois. On est arrivé tout fin août. D'accord. Ok. Oui, donc c'est encore tout frais et c'est encore la découverte, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et avant, du coup, vous aviez déjà fait une expatriation ou c'est votre première? Vous viviez en France avant? Oui, on vivait en France et alors c'est notre première expatriation nous en famille. Mon mari et moi, on a déjà connu des expatriations quand nous étions enfants, chacun de notre côté. Mais là, c'est notre première expat ensemble en famille. Et du coup, alors c'est comment l'annonce? Parce que j'imagine que bouger avec 4 enfants, c'est quand même pas super simple. Quand l'annonce est tombée, ça a été un peu quoi ta réaction au départ? Est-ce que t'as eu peur? Est-ce que t'étais folle de joie? Enfin, comment, même vis-à-vis des enfants, en fait, comment la nouvelle a-t-elle été ressentie au sein de la famille? C'est une bonne question. Très concrètement, mon mari, fidèle à lui-même, il m'a simplement envoyé un texto. J'étais en train de conduire et je vois un texto qui arrive. Ça te dit de partir en Kazakhstan 2 ans? Et en fait, tout de suite, je me suis dit, non mais une blague. En fait, je me suis dit, à la fois il blague, en même temps non, il m'aurait pas fait cette blague, en même temps ça fait partie des possibilités, même si c'est complètement un peu incroyable, mais ça faisait partie des choses qui peuvent nous tomber dessus et ma première réaction ça a été de me dire c'est à quel endroit sur la carte du monde en fait. Et du coup effectivement ma première réaction ça a été moi de regarder vraiment où c'est, parce que je savais que c'était vers le Caucase, mais je savais pas trop si c'est dans le Caucase, est-ce que c'est encore plus à l'est. Effectivement, je me suis rendu compte que c'était
vraiment loin. Et en fait, on n'en a pas tout de suite trop parlé aux enfants en attendant que ce soit vraiment sûr. C'est-à-dire, on a attendu un petit peu quand même parce que les choses ont mis un peu de temps à se rendre sûres. En revanche, dès que c'était sûr, on a montré aux enfants que c'était sur la carte et ils étaient tout simplement très contents, comme des enfants de 8 à 1 an peuvent être contents de découvrir autre chose. Et après, simplement, il y a eu un petit moment où ils ont réalisé qu'ils allaient du coup vivre loin de leurs amis, loin de leurs cousins. Et là, du coup, c'était juste la petite chose qu'on a commencé à mettre en place avec eux, leur expliquer qu'on allait leur écrire. Alors, il s'avère que c'est pas recevoir de colis ni rien d'envoyé par la poste. Mais c'est pas grave, on apprend aux enfants à quand même écrire, faire des dessins et on les envoie en photo. Tout simplement, on est au XXIe siècle, c'est quand même très facile d'envoyer des lettres par WhatsApp prises en photo, manuscrites par les enfants. Mais ça a été un petit moment où on a dû accompagner les enfants à prendre conscience que voilà, ils allaient laisser leurs amis et leur famille, bien sûr, en France, mais leur apprendre à garder cette amitié précieuse et ces liens de famille par d'autres moyens qui sont, envoyer des dessins, écrire des lettres, etc. Ouais, c'est vrai que c'est un autre lien, c'est autre chose et oui, effectivement, c'est pas facile en tant que parent de quelque part un peu de déraciner ses enfants dans un petit cocon qui se sont eux-mêmes créés. C'est pas évident, mais effectivement aujourd'hui, je pense que c'est quand même vraiment pas les mêmes expats qu'il y a 30 ans où on n'avait aucun moyen de communication. Là, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile de garder le lien avec la famille et les amis. Mais ouais, du coup, ils ont pas été plus interloqués que ça en fait. C'est bien ça. Non, ils étaient surtout très curieux et puis du coup aussi curieux de commencer à apprendre le russe. Curieux de tout ce qu'ils allaient découvrir. Non, plutôt tout excité à l'idée de découvrir quelque chose de nouveau. Puis surtout que dès qu'on a pu l'annoncer à droite à gauche, les gens nous montraient vraiment que c'était une grande chance, que vraiment c'était quelque chose d'incroyable à vivre. Donc ils ont pris conscience que c'était une belle aventure à vivre ensemble et non, il n'y a pas eu d'inquiétude particulière. Voilà, juste cet aspect de garder le lien avec les proches en France. Ouais. Et donc du coup, puisqu'on est sur le thème des enfants, alors en termes de scolarité, quel choix vous avez fait à ce niveau-là ? Alors, bonne question. On s'est renseigné, bien sûr, sur ce qu'il existait ici à Astana. Il faut savoir qu'il y a une école française, mais qui est absolument hors de prix. Donc du coup, on a fait le choix de l'école à la maison. Ça faisait déjà un bout de temps que les enfants me parlaient de faire l'école à la maison. Depuis le Covid, ils avaient ça en tête. Ils avaient trouvé ça fantastique de se retrouver à la maison en famille. Et du coup, très régulièrement, mes enfants me réclamaient l'école à la maison. Alors qu'ils étaient très contents de leurs écoles, c'est pas du tout ça le sujet, mais quand même ils avaient cette envie d'être à la maison, de jouer avec leurs jeux, de jouer ensemble entre frères et sœurs, etc. Et donc on a choisi cette option et sincèrement j'en suis très contente, vraiment c'est très challengeant qu'on se le dise. On me l'avait dit avant, on me le dit encore, on me le dit toujours. Je sais pas comment tu fais, ça doit être très compliqué. Non, c'est vraiment des choses à mettre en place. C'est un puzzle à constituer. Il faut vraiment comprendre ce qui fonctionne pour chaque enfant. C'est vraiment quelque chose à mettre en place. La vérité, c'est que le tout premier jour de l'école à la maison, quand mon mari est rentré le soir, je lui ai dit plus jamais. Il faut qu'on trouve autre chose. Ça va pas le faire. Parce que j'avais pas d'aide, parce qu'en même temps, à midi, il faut bien manger, donc il faut préparer le repas, il faut continuer de faire le ménage, il faut s'occuper de la petite qui a 1 an et demi, Donc, mais les choses se sont mises en place, j'ai compris, ce qu'il fallait pour chaque enfant, quel temps accorder à telle matière, que faire
voilà, que donner à faire à tel enfant pendant que l'autre fait ceci, cela, etc. Et en fait, une fois que tout s'est mis en place, en fait, ça nous prend que la matinée. Ce qui est super, c'est que du coup, les enfants peuvent faire autre chose l'après-midi. Je pense que je reviendrai là-dessus après. Mais du coup, à midi, on déjeune et on a fini l'école parce qu'en réalité, on ne fait que ça de la matinée. Il y a quasiment pas de récré, ou alors voilà, quand un enfant finit un exercice et que l'autre, je suis en train de lui expliquer quelque chose, je lui dis bon, fais une petite récréation. Et après, voilà, c'est-à-dire que le temps donné pour l'école est vraiment très bien rentabilisé. Je suis derrière les enfants, on fait que travailler. Il n'y a pas de bavardage, il n'y a pas de tout ça. Donc vraiment, une matinée nous suffit amplement. Là, actuellement, on a fait plus de la moitié, voire les 3/4 du programme de l'année. Donc non, ça se passe super. Et en fait, moi, je trouve ça m'émerveille en tant que maman de voir mes enfants comprendre les choses. C'est-à-dire que on peut vraiment passer du temps à leur expliquer une leçon, ils comprennent pas, ils font la grimace, et puis tilt, tout d'un coup, tout s'éclaire, ils comprennent, et là, ah ça y est maman, j'ai compris. Et là, moi je trouve ça merveilleux, je trouve ça génial en tant que maman de pouvoir visualiser dans le regard de ces enfants que voilà, ils ont compris, ça y est, c'est bon, c'est acquis, et du coup je sais exactement où ils en sont dans leur dans leur apprentissage. Et voilà, donc c'est éprouvant, ça c'est clair, c'est challengeant comme on dit, mais c'est très gratifiant et je trouve que c'est vraiment une belle aventure à vivre en famille. Ouais, c'est franchement, moi je dis chapeau parce qu'en plus avec 4, je veux dire c'est pas 1, c'est pas 2, 4 c'est quand même et de l'organisation en amont. Enfin, c'est 4 programmes. Enfin, la toute petite, elle est toute petite, mais je veux dire c'est 3 programmes différents, 3 âges différents. Enfin, c'est un truc de dingue que tu me racontes. Enfin, franchement, je sais pas comment tu fais, mais c'est incroyable quoi. Et du coup, tu utilises des supports. Enfin, sans vraiment, c'est pas le sujet, mais sans rentrer dans le détail, mais tu utilises des supports pour t'aider parce que ça quand même ça demande quand même de la préparation. Oui, tout à fait. On s'est inscrit sur. Il existe vraiment pléthore de supports pour ceux qui veulent faire l'école à la maison. Il existe vraiment plein de choix différents. Et du coup, évidemment, quand on était encore en France, j'avais récupéré des avis à droite à gauche, etc. Et là, moi, j'ai pris, ça s'appelle les cours Griffon, et vraiment, j'avais entendu que du bien. Et effectivement, j'en suis très contente. On a des supports et puis surtout on renvoie des évaluations régulièrement à des institutrices qui corrigent. On peut poser toutes nos questions si on a besoin, mais sinon on a tous les supports qu'on peut fournir dans une école pour accompagner les enfants. Ok. Ouais, donc du coup t'es quand même suivi et les enfants ils sont quand même affiliés à un organisme où ils ont des notes, etc. Parce que le jour où tu veux rentrer, où tu vas dans un autre système scolaire, du coup, tu peux quand même, enfin, entre guillemets, prouver qu'il y a eu une continuité pédagogique, en fait, de scolarité. Oui, tout à fait. Ils ont des notes, ils ont un certain nombre d'évaluations à valider pour pouvoir prétendre à passer au niveau supérieur. Et oui, c'est tout ça, c'est très encadré, en toute façon. Ok. Hyper intéressant. Tu vois, je savais pas, mais en tout cas, bravo, c'est vraiment un super challenge comme tu dis, mais effectivement, juste le petit point de l'école, de la scolarité pour les Français de l'étranger, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent sur le tapis, c'est que ces écoles-là sont quand même horriblement chères et c'est pas du tout accessible aux Français de l'étranger et c'est quand même bien dommage. Enfin, et c'est vrai que ça, je comprends pas. Nous, on est pareil, hein, tu vois. Ça fait 6 ans qu'on a quitté la France et nos enfants n'ont jamais été scolarisés dans un système français parce que ça coûtait trop cher. Enfin, on peut se le permettre. Donc déjà 2, alors j'imagine 4 enfants, c'est vraiment quand même un sacré budget. Mais hyper intéressant. Et donc du coup l'après-midi, parce que du coup j'imagine que toi tu bosses, on va y revenir après. Comment tu fais pour les occuper, pour qu'ils soient justement un peu autonomes, pour que tu puisses te libérer du temps? Alors l'après-midi justement, c'est l'équilibre que j'ai trouvé. L'après-midi, 4 après-midi par semaine du coup. J'ai une jeune femme kazakh qui vient à la maison et qui est vraiment super. Qui vient du coup 3 heures ou 3 heures et demie dans l'après-midi. Et
Alors, quand elle arrive, on se prend toutes les deux 1 heure et on fait du russe, toutes les deux. Ok. Ça, c'est vraiment, toutes mes après-midi commencent par 1 heure de russe. C'est très important pour moi d'apprendre la langue. Donc voilà, pendant ce temps-là, les enfants, ils jouent, ils vaquent à leurs occupations. Du coup, c'est plus ou moins facile, parce que c'est quand même le russe que j'apprends. C'est clair. Mais bon, quelquefois, c'est un peu folklore, mais généralement, ça se passe bien. Voilà, donc ça c'est le début de l'après-midi et ensuite du coup elle s'occupe des enfants donc pendant 2 heures, 2 heures et demie et là c'est un moment où je suis off, tranquille et où justement je peux bosser et donc elle s'occupe très bien des enfants en fonction des jours, de la météo, soit ils vont au parc, soit ils font des activités à la maison, etc. Et du coup aussi ils apprennent le russe, bien sûr puisqu'elle ne parle pas français ni rien d'autre d'ailleurs. Ok, c'est top ça pour eux, quoi. Ouais. Ça leur fait petit cours de langue particulier. C'est aussi hyper pédagogique finalement pour eux, quoi. Donc c'est cool. Mais Voilà. mais en fait t'as des journées de dingos quand même parce que t'es non-stop. Voilà, genre t'es non-stop occupé par voilà le matin. Ça se demande de l'énergie quand même de gérer l'école, gérer les repas. Après 1 heure de russe et après seulement tu commences à bosser sur tes projets pro. Mais c'est des journées de fou, quoi. Ouais, quelquefois, en réalité, je bosse aussi le matin pendant mon petit déjeuner. Je me lève 1 heure plus tôt pour commencer ma journée. Ouais, donc en fait, je bosse un petit peu le matin, je rebosse l'après-midi, et effectivement après, pour terminer la journée, il y a les activités périscolaires des enfants, parce que ça aussi, du coup, c'est le moyen pour eux, déjà de faire du sport, ils sont super contents, et puis aussi de rencontrer des petits amis. Donc il y a les conduites, ça c'est plutôt mon mari qui s'en charge, mais c'est vrai qu'il y a ça à gérer le soir aussi. C'est important aussi qu'ils aient aussi ce côté extérieur, ce côté social avec en faisant d'autres activités à l'extérieur, j'imagine. Oui. Ah oui, puis ils sont ravis ici. En fait, ici vraiment, il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Et puis c'est l'occasion, par exemple, de faire du patinage artistique. Moi, ça me fait rêver. Je vois ma fille qui fait du patinage artistique et je trouve ça génial. Mais c'est vrai qu'ici, c'est très commun. Il y a des patinoires partout. Et du coup, voilà, c'est génial qu'ils puissent en profiter comme ça. Et effectivement, nouer des amitiés, rencontrer les enfants, c'est super important, effectivement. Ouais, c'est ouf. Enfin, c'est vraiment pas commun de se dire que le patinage, mais c'est vrai, chaque pays a ses cultures, mais je trouve ça serait génial pour les enfants. C'est vraiment le kiff absolu, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, quand vous étiez en France avant, j'imagine que toi, t'avais peut-être ton boulot. Je sais pas comment tu vivais avant, mais est-ce que cette expatriation en Kazakhstan, ça t'a obligé à revoir tes choix professionnels? Est-ce que t'as obligé de quitter ton boulot? Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que c'est aussi toujours, tu vois, un peu le sujet de dire, ok, je suis mon mari, mon conjoint, mais voilà, quelque part, je dois sacrifier ma carrière, mon pro, etc. Comment ça s'est passé en fait pour toi? Alors c'est une super question. En fait, il s'avère que moi j'avais déjà commencé cet entrepreneuriat avant même de savoir qu'on allait partir au Kazakhstan. En fait, depuis que je suis devenue maman, en fait il s'avère que j'ai jamais été salariée. C'est ça le truc, c'est qu'en fait j'ai toujours eu l'intuition que déjà, on savait que mon mari allait probablement être souvent muté, soit en France, soit à l'étranger. Enfin, voilà, comme je disais au début, avec mon mari, on avait déjà cette intuition et ce désir de vivre des expatriations. Et on savait que probablement on allait être muté en France de toute façon, etc. Ce qui fait que moi, j'ai toujours eu l'intuition de ne pas me lancer dans justement cette machine infernale de devoir changer de boulot à chaque fois qu'on était muté, que ça soit en France ou à l'international. Quand je voyais mes amis qui galéraient et qui étaient du coup déprimés à chaque fois et qui devaient supplier un employeur pour retrouver un boulot, et enfin sincèrement je voulais absolument même pas mettre le petit doigt dans cet engrenage. Donc j'ai préféré attendre un peu, de trouver vraiment un projet professionnel qui soit finalement sur mesure par rapport à notre rythme et notre vie de famille. Ce qui fait que effectivement maintenant ça fait presque 2 ans
que j'ai embrassé, j'ai embrassé une opportunité professionnelle entrepreneuriale. Donc effectivement, j'ai juste besoin d'Internet pour travailler. Et donc c'est ça qui est génial, c'est qu'effectivement et comme je le disais, c'était avant même de savoir qu'on allait partir au Kazakhstan, mais j'avais tellement cette intuition qu'on allait partir, soit à l'étranger, soit en France, que voilà, je voulais absolument pas me lancer dans cet engrenage infernal. Ouais. Ouais, ça s'entend. C'est vrai que c'est bien du coup d'avoir déjà anticipé ça, parce qu'au final, comme ça, toi, tu peux t'épanouir sans forcément devoir stopper ou recommencer à zéro à chaque fois, quoi. Donc, tu as lancé cette activité. Ça fait combien de temps que tu l'as lancée? Du coup, ça va faire 2 ans là. D'accord. Ok. Oui, donc c'est encore, enfin, je dirais le début, quoi. C'est encore peut-être en phase de lancement. C'est-à-dire qu'en fait, oui et non, parce que alors j'avais déjà eu en plus une autre expérience dans cette même avec ce même modèle économique il y a quelques années en arrière. Donc je savais déjà comment ça fonctionnait. Et ce qui se passe avec ce modèle, c'est que c'est très facile, enfin facilement, oui, mais en tout cas rapidement duplicable. C'est-à-dire que il suffit en tout cas théoriquement c'est facile de développer une clientèle à partir d'un produit que développe une société. Donc en fait, on développe les clients, ça peut être du bouche à oreille, c'est sur les réseaux sociaux, on envoie des liens de commande. Enfin, il n'y a pas de barrière temporelle et géographique. Okay. Et le deuxième axe de développement, c'est de développer une équipe avec des personnes qui veulent faire exactement la même chose que nous. Et encore une fois, sans barrière temporelle, ça peut être fait à l'instantané. Si là, j'ai quelqu'un qui veut développer, hop, je lui envoie un lien d'affiliation et il se met aussi à développer cette même opportunité pour lui. Okay. Et également, il n'y a pas de barrière géographique. N'importe qui peut faire ça n'importe où dans le monde. Et du coup, c'est avec les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire que 2 ans, effectivement, ça fait pas très longtemps, mais ça se développe vraiment bien. Parce que aujourd'hui, les gens sont en recherche de ce genre d'opportunités et vraiment, ça peut être très rapide comme développement, quand même. Ok, c'est un domaine que je maîtrise pas du tout, et moi je restais un peu sur l'ancien système que j'ai appris quand j'étais à l'école de marketing de réseau d'il y a, je viens de dire 20 ans. Je pense que maintenant les techniques ont beaucoup évolué, et puis je pense que ça dépend aussi beaucoup des produits. Enfin voilà, avec Internet qui est arrivé, j'imagine que maintenant c'est un autre métier en fait que celui qui existait il y a encore 20 ans, je pense que c'est plus du tout la même chose. Ouais, le monde s'accélère et c'est vrai dans tous les domaines. Et effectivement, avec ce modèle économique, cet entrepreneuriat d'affiliation, on peut aller très vite et très loin, vraiment. En tout cas, moi, c'est aussi ma joie de montrer que c'est possible, quand même en faisant l'école à la maison, même dans un pays où on apprend la langue, même dans un pays où, le Kazakhstan, moi, ma société affiliée, elle ne livre pas les produits ici. D'accord. Donc, je peux pas développer de clientèle locale. Je peux pas développer localement. Et puis j'en ai beaucoup. Je peux vous dire que les Kazakhs, elles aiment prendre soin d'elles. Elles sont vraiment, c'est des très très belles femmes qui aiment, les produits de soins, etc. Et elles me le disent, mais moi, je veux tes produits. Je dis, je peux pas. Ça n'arrive pas jusque là. Mais du coup, je fais que par les réseaux sociaux et ça fonctionne vraiment, donc c'est vraiment possible. Ok, hyper intéressant, c'est bon à savoir pour les mamans qui souhaitent du coup développer une activité en parallèle. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour les mamans que j'ai interviewées et qui bossaient dans un bureau, qui ont un métier plutôt manuel, et se retrouver en fait parachutées à des milliers de kilomètres à devoir développer une activité en ligne qui est loin de leur domaine. Et c'est vrai que c'est pas simple quand même de se faire ce revirement de situation. C'est assez compliqué. Mais en tout cas, toi, tu t'en sors comme une chef, du coup. Non, c'est gentil. Non, c'est hyper inspirant. C'est gentil. C'est vrai que c'était pas du tout mon domaine à la base, parce que moi,
en fait, dans mes études, alors moi, je suis très curieuse, vraiment, et je suis passionnée par l'être humain en général, donc j'ai fait des études très variées, j'ai fait des très longues études, j'ai touché à la philosophie, à l'espagnol, à l'italien, au grec, et tout ça pour atterrir en master d'histoire. Chercher le lien. Mais, et en parallèle, comme je travaillais sur les relations franco-yougoslaves, j'ai appris le serbo-croate. Donc, ça n'a rien à voir avec le domaine du marketing, avec le domaine du soin, de la féminité que maintenant je développe à l'heure actuelle. Mais parce que finalement, ce que je fais aujourd'hui, ça touche beaucoup à l'humain. Et finalement, j'arrive à retrouver des choses qui me passionnaient, mais en fait, voilà, je suis une passionnée de la vie. Et puis finalement, c'est assez drôle de voir à quel point la vie a de l'humour, puisque j'ai appris le serbo-croate, mais aujourd'hui, heureusement, puisque j'ai des bases en langue slave pour apprendre le russe. Et puis, il y a des petites choses quand même que j'ai pu apprendre dans mes études qui me servent aujourd'hui dans le développement de mon entreprise. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec mes études de base. Mais ça, c'est chouette. C'est la magie de notre génération et du web, j'ai envie de dire. C'est vrai, ouais. Alors, comment tout à l'heure, tu parlais des Kazakhs qui étaient super coquettes, etc. Alors, est-ce que tu peux nous dire, c'est comment la vie au Kazakhstan, quoi? Qu'est-ce que tu as découvert? Comment ils sont, les Kazakhs, au quotidien? Alors, les Kazakhs au quotidien. Vaste question. Oui. Oui, parce qu'en réalité, là, je vais donner mon regard d'une Française. C'est vrai que quand un Français débarque à Astana, ce qu'on peut penser, c'est qu'ils sont froids, pas ouverts aux étrangers, extrêmement distants et très, comment dire, ils sont pas chaleureux, mais dans un premier temps, c'est ça en fait. Dans un premier temps, et même entre eux en fait, ils le reconnaissent quand on en discute avec eux, ils le savent. Enfin, mais même dans la langue russe, par exemple, quand on veut parler quand on est dans un magasin et qu'on veut interpeller une dame qui est là dans les rayons pour nous aider, pour choisir la taille d'un vêtement ou que sais-je, il y a même pas de mots pour dire madame. C'est en traduction française, on dirait femme. C'est très, tout est très un peu froid, distant. Les gens ne se regardent pas dans la rue, ils regardent leurs pieds. Ils disent pas bonjour. C'est pire que des Parisiens. Sincèrement, c'est un peu ça, c'est un peu dur. En revanche, quand on casse la coquille, quand on apprend à les connaître, ce sont des amours. C'est des gens extrêmement, justement, chaleureux, accueillants, adorables, qui ont le cœur sur la main. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Vraiment, quand on arrive et quand on ne les connaît pas, ça peut être un peu, voilà, froid et rebutant. Ça, c'est la première approche. Après, c'est aussi un peu l'idée de la Russie. C'est aussi des pays qui c'est très dur, très rude aussi en termes de climat, etc. Il y a aussi tout un passif culturel et traditionnel, je dirais, peut-être qui fait que ces peuples-là, de premier abord, sont un peu plus rustres, je sais pas si c'est le mot, mais peut-être plus fermés ou plus froids, peut-être. Oui, c'est ça. Mais tout à fait. Et ils sourient vraiment pas. Dans la rue, vous avez beau croiser le regard de quelqu'un, et alors c'est très rare, mais jamais il vous sourira. C'est presque une marque de faiblesse de sourire. Dans un premier temps, quand on les connaît pas. Après, effectivement, dès lors qu'on apprend à les connaître, etc., là, après, ça devient, vraiment, c'est extrêmement chaleureux. Mais voilà, quand c'est l'inconnu, ça peut paraître rebutant. Mais après, voilà, c'est des gens qui savent faire la fête, qui savent s'habiller. Les femmes sont très coquettes, elles prennent soin d'elles. Ici, les instituts de beauté, c'est un truc de fou. Il y en a partout. C'est dingue. Ouais, il va à la fois faire maquillage permanent, coiffure, onglerie, épilation, tout. Ce qui fait que la plupart des femmes, elles y restent 3 heures. Et pendant que la coloration des cheveux pose, elles vont se faire les épilations ou que sais-je. Enfin, c'est vraiment...
voilà, ici la place de la beauté féminine, c'est vraiment quelque chose. Ah, hyper intéressant. Et comment quand toi t'arrives comme ça, tu connais personne, est-ce que bon, pour l'instant c'est le début, mais est-ce que c'est dur de s'intégrer ou est-ce que c'est dur de faire les premiers contacts ou finalement, voilà, vous avez quand même réussi via voilà, peut-être les enfants, etc. Comment vous avez fait créer votre début de réseau, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, en fait. En fait, déjà, grâce à la jeune femme qui vient à la maison les après-midi, elle a pu déjà nous aider, ne serait-ce qu'à prendre contact avec les clubs de sport des enfants. Voilà. Ensuite, on a rencontré, soit un peu au hasard, soit on a été mis en lien avec des Kazakhs, et du coup, de fil en aiguille, on a rencontré des personnes vraiment formidables. Mais effectivement, j'imagine que quelqu'un qui arrive sans connaître vraiment personne, ça peut être difficile, ça peut mettre un peu de temps à se mettre en place. Mmh. Et nous, sincèrement, je trouve que quand même assez rapidement, on a connu voilà, des personnes super. Après, heureusement que c'était pas trop d'un coup non plus, parce que sincèrement, quand on est arrivé, en tout cas moi, j'étais déjà extrêmement fatiguée quand on est arrivé à la maison. Vraiment, on a posé nos valises et il m'a fallu quelques jours pour atterrir, etc. Donc, heureusement qu'on croulait pas sous les invitations, etc. Parce que sincèrement, au début, ça aurait été compliqué. Et aujourd'hui, je suis vraiment en gratitude des personnes que je connais ici. Trop bien. Et cette première jeune femme kazakh, tu l'as trouvée comment finalement ? Simplement via l'université, par des relations, on a réussi à la rencontrer. Ok. Et du coup, vous parlez russe avec eux ou vous parlez anglais ? Comment vous faites pour vous comprendre ? Alors ça, c'est très drôle. Justement, c'est une bonne question. Parce que on parle russe, ça c'est obligé parce qu'ils parlent pas autre chose. Et ici, c'est assez marrant parce que quand on comprend pas, en fait, ils vous répètent en boucle la même phrase et de plus en plus fort. Voilà, donc au bout d'un moment, on est obligé de comprendre parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Voilà, en fait, c'est pour ça que vraiment j'apprends avec sincèrement beaucoup d'amour, j'ai envie de dire. Enfin, je suis très heureuse d'apprendre cette langue. Après, le petit secret, et ça merci le 21e siècle, c'est que sincèrement, quand vraiment on n'arrive pas à se faire comprendre, c'est allô ChatGPT, traduis-moi ça, merci. Ouais, j'imagine que les applications de téléphone, j'imagine que ça doit vous sauver quand même certaines fois quand même. Ah ouais, là c'est oui et puis ici en fait c'est vrai qu'ici c'est quand même très facile parce qu'ici tout fonctionne avec des applications. Par exemple, il y a une application qui recentre tous les lieux de tous les magasins ou justement les instituts de beauté, les centres de sport, les centres culturels. En fait, tout ce qui est une enseigne de quelque chose va être recensé dans cette appli, dans laquelle vous avez toutes les infos. C'est incroyable. C'est un peu comme Google Maps, mais vraiment avec tout sans aucune exception de la ville. Et tout est géolocalisé. Vous avez les heures d'ouverture, vous avez les tarifs, tout. Et puis surtout, la magie, c'est que directement, il y a à la fois le lien pour directement contacter par WhatsApp ce lieu. Donc par exemple, justement, si je veux prendre rendez-vous pour aller chez le coiffeur, je le contacte par WhatsApp, écrit. Donc c'est-à-dire que je peux faire un copier-coller dans ChatGPT. ChatGPT, dis-moi, voilà, je veux telle coiffure, telle heure, copier-coller dans le WhatsApp, je veux prendre rendez-vous tel jour, telle heure, envoyer. Et du coup, ça c'est vraiment magique parce qu'en réalité, j'ai même pas besoin d'appeler, je peux faire des copier-coller dans le WhatsApp directement pour pour contacter toutes les enseignes, les magasins, tous les clubs de sport, tout est dans cette appli. Ça c'est vraiment magique. C'est vraiment trop bien quoi. Mais pourquoi on n'a pas ça nous dans les autres pays ? C'est un truc hyper pratique je trouve. Ah mais ça c'est dingue vraiment et en plus ah ouais et il y a même un truc supplémentaire parce qu'ici il y a un système de taxi qui est un peu comme Uber mais beaucoup moins cher
Et vraiment, c'est à l'instant, c'est à la minute. On contacte le gars et dans 1 minute, vous avez un taxi devant chez vous. On ne sait pas pourquoi, mais il est là. Et c'est vraiment instantané. On peut pas prévoir. C'est vraiment à l'instantané. Et donc, dans cette même appli dont je vous parlais, vous voulez aller chez le coiffeur, bah vous avez le lien direct qui vous géolocalise. Vous avez que à faire un clic taxi, ça vous renvoie vers l'appli en question. Vous commandez et le gars vient vous chercher chez vous tout de suite. Et il vous emmène, du coup, il a directement l'adresse par le frein géolocalisé. C'est incroyable. C'est un truc de fou, quoi. C'est hyper moderne. Ah oui. Bah, en fait, ici, on peut pas vivre sans téléphone. On peut pas vivre sans téléphone. Même le portillon de ma résidence s'ouvre avec une application. Ok, ah ouais, donc c'est vraiment appli à 200%, quoi. Hyper connecté. Ouais. Et ici, ils payent la banque nationale. En fait, ils payent avec un QR code. C'est-à-dire que à la caisse, on paye avec un QR code. Donc vous flashez le truc, c'est bon, c'est débité. Dans le bus, vous avez des QR codes. Il suffit de flasher et c'est automatiquement débité sur votre banque. Enfin, tout est ultra moderne et surtout du coup, c'est absolument indispensable d'avoir internet et un téléphone ici, sinon on peut même pas manger. C'est un truc de fou, j'imaginais pas du tout comme ça. Moi, je suis allée déjà à Astana, mais il y a, je sais pas, 18 ans, et c'est vrai que j'avais pas du tout vu du coup ce côté super moderne, etc. Bon, après c'était pour le boulot, mais j'avais pas du tout cette image là de modernité dans. Voilà, on n'a même pas ça ici, enfin même à Maurice ou en Europe. Enfin, c'est hyper poussé, quoi. C'est hyper intéressant du coup de savoir ça, quoi. Parce qu'on s'imagine quand même un pays assez pauvre, peut-être assez rudimentaire. Enfin, tu vois, c'est un peu le cliché que j'ai, tu vois, dans la tête. Mais après, c'est aussi l'image que j'ai de mon voyage d'il y a 20 ans, tu vois. Donc c'est comment la vie en fait là-bas, parce que en termes de coût de la vie, même pour trouver un logement en fait, est-ce que ça a été facile en tant qu'étranger, et est-ce que les loyers sont chers, enfin c'est comment c'est en fait de manière générale. Oui, bah alors non, mais ce que tu dis est vrai, hein, le pays en soi il est pauvre, ça c'est voilà, enfin en tout cas c'est pas un pays riche. Même s'il aurait peut-être la possibilité, parce qu'il y a énormément de gisements naturels, etc. au Kazakhstan. Mais par contre, c'est un immense pays qui est très peu peuplé. Donc le pays en soi est quand même assez pauvre, relativement pauvre. Mais par contre, la ville d'Astana, elle est extrêmement riche. Ça se veut être la Dubaï de l'Asie centrale. Ok. Donc en fait, il y a vraiment un paradoxe entre le pays et la capitale. Ok. Bah ça arrive souvent, hein, dans certains pays, et je vois même à Maurice, tu vois, c'est pareil, il y a certaines villes ou des bâtiments qui se construisent, tu fais waouh, c'est hyper moderne, hyper européen, et à côté de ça, t'as des bidonvilles en tôle, enfin, le contraste, il est flagrant, quoi. Oui. C'est fou. Oui. Ouais. Et donc du coup, pour trouver un appartement, par exemple, vous avez eu de l'aide, ou vous avez fait par vous-même, comment vous vous êtes organisé? En fait là ça n'a pas été trop compliqué parce qu'en fait l'ambassade de France, quand on était encore en France, nous a mis en lien avec une jeune femme dont c'est le métier en fait, justement parce qu'elle parle anglais, et du coup son métier c'est justement d'aider les expats à trouver un logement ici. Okay. Donc elle avait une liste de logements à nous proposer, et puis du coup voilà, enfin on était en visio pendant les visites, donc on a pu faire notre choix comme ça. Nous en plus on n'avait pas de déménagement, on est arrivé avec simplement nos valises. Ok, ouais, donc ça facilite. On n'avait pas du tout de déménagement pris en compte, ni rien du tout, donc on est arrivé vraiment comme des nomades, avec nos grosses valises, avec tout ce qu'il fallait dans les valises pour l'école, justement. Donc c'était vraiment folklore quand il a fallu réfléchir au moindre gramme qu'on mettait dans les valises, parce que on pouvait pas faire autrement. Et voilà, en plus on a un chien, donc vraiment ça a été le débarquement des Romano. C'était voilà. Et donc tout ça pour dire qu'on cherchait absolument un meublé. Parce que voilà, on n'avait arrivé avec rien,
Donc non, ça a été assez facile. Enfin, ça n'a pas été trop compliqué de trouver un logement grâce à cette personne justement. Ok. Ouais, donc ça c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un, un relais qui s'en occupe et donc voilà. Donc du coup pas de mauvaise surprise. Vous êtes arrivé, vous avez pu prendre votre logement tout de suite et vous poser. Oui, ça a été l'aménagement le plus court de ma vie quand on est arrivé et que mon mari faisait le tour pour l'état des lieux, etc. Moi j'étais tellement épuisée. On est arrivé en début de matinée. J'ai pris les bagages, les 8 bagages et j'ai rangé. J'ai rangé les vêtements, j'ai dit puis hop là, c'est fini, les 8 bagages, c'est bon, l'aménagement est terminé, bienvenue chez nous. C'est génial, c'est génial. Et du coup, ce minimalisme fait tellement du bien au moral de se dire que voilà, ça y est, en 1 heure, c'est fait, c'est bouclé et le sujet est terminé. Ça fait vraiment du bien. Exactement. Ouais. Je voulais te poser une dernière question concernant en fait la santé. Alors je sais pas si tu as eu l'occasion de tester les médecins ou quoi, j'espère pas, mais voilà, est-ce que au niveau de voilà du système de santé, est-ce que c'est voilà, t'es en confiance, comment ça marche déjà? Bah alors effectivement, on n'a pas eu besoin d'aller voir le médecin, donc j'avoue j'en suis contente pour l'instant. En revanche, oui, je suis assez en confiance. C'est assez différent de chez nous. En revanche, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a des pharmacies aux 4 coins des rues. Vraiment, c'est très facile de trouver ce qu'on trouve en France, hein, du paracétamol. Enfin voilà, tout. Vraiment tout ce qu'on trouve. La pharmacie de base, on va dire, c'est vraiment. Il y a pas de problème. On trouve tout ce qu'il y a. Je voulais même. Il y avait un petit rhume dans la famille. J'étais allée acheter un truc pour le nez et puis je suis rentrée et là, bon, évidemment. C'est écrit en russe, donc je comprenais pas trop, je regardais et tout. Et puis, je fais signe au pharmacien que je veux un truc pour le nez, et il me dit Gexaspray. Je dis ah, vous avez de Gexaspray, c'est merveilleux. Donc, non, vraiment, on trouve de tout. On trouve de tout. Après, les médecins, vraiment, à proprement parler, en fait, il y a ici, un système de, je pense, c'est comme des dispensaires en France. Ils appellent ça des petites cliniques ici, dans lesquelles il y a médecin généraliste, enfin, je pense équivalent généraliste ou voilà. Donc on peut aller consulter. Sinon, si vraiment voilà les hôpitaux etc. Il y a un hôpital américain. Après voilà si vraiment s'il faut plus de prise en charge. Je sais qu'il y a l'hôpital américain. Si vraiment il y a besoin, c'est là-bas qu'on pourra peut-être aller. J'avoue que pour l'instant, je sais quel numéro appeler s'il y a un problème. Je sais où il y a des médecins dans notre rue. Il y a beaucoup de dentistes, par exemple. Ici, il y a beaucoup de dentistes qui sont assez réputés, d'ailleurs, ici. Voilà. Mais sinon, ok. Dieu merci, tout va bien. Et malgré le grand froid, on n'est pas malade. Bah oui, c'est ça. Comment vous le gérez, là? J'ai vu tes stories et tes posts de ta baignade dans l'eau gelée, etc. Mais comment tu fais pour gérer justement cette transition thermique? Bah, en fait, très sincèrement, c'est sûr qu'il fait très froid. Enfin, là, on a eu, je crois qu'au maximum, on est descendu jusqu'à -35. Wow. Mais, ouais, mais en fait, très honnêtement, c'est tellement du froid sec que, en fait, on se rend compte qu'il fait froid, bien sûr. Par exemple, j'ai remarqué, ça m'a fait rire, j'ai remarqué qu'à peu près au-dessous de -20, on a les poils de nez qui se mettent à geler et du coup ça fait des petits pics dans le nez. Voilà, je me suis remarqué ça, c'est un peu mon thermomètre. Je sais qu'à peu près en dessous de -20, j'ai des petits pics dans le nez. Mais par exemple, on n'a pas ce gla-gla comme en France où on claque des dents. Ça y est, je me suis fait la remarque un soir où il faisait vraiment froid. Mais je me disais, il fait froid et je le remarque parce que, par exemple, j'ai la bouche un peu engourdie, j'ai du mal à articuler. C'est des choses comme ça qui me font prendre conscience qu'il fait froid. En revanche, il n'y a pas ce malaise du froid humide où effectivement on claque des dents, on tient pas en place parce que vraiment on a très froid. C'est un froid qui est vraiment différent de ce qu'on peut connaître, en tout cas en France, parce que il est sincèrement facilement gérable en fait. Okay. Alors du coup, je pense que c'est un peu dangereux du coup parce qu'on se rend pas compte à quel point il peut faire froid. Enfin, et du coup, il faut faire attention du coup aux engelures et tout ça parce qu'on peut ne pas être méfiant. Par exemple, un jour, il faisait -30. Les enfants jouaient dans le jardin. Et en fait,
ils jouaient à construire des stalactites, ce qui est hyper drôle, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'avec une pipette d'eau, ils faisaient couler du goutte à goutte et ça gelait instantanément. Donc en fait, ils construisaient comme ça, goutte à goutte, un stalactite. Et je trouvais ça génial, sauf qu'en fait, ma fille, elle me dit maman, regarde, j'enlève mes gants, c'est plus facile. Je dis oui, non, mais là, il fait quand même moins 30. Donc non, t'enlèves pas tes gants. Et en fait, c'est ça, faut faire un peu attention, parce que du coup, comme vraiment, sincèrement, on le supporte, ce froid, malgré tout. Faut vraiment quand même faire attention, du coup, quand même, il fait froid, donc il faut quand même être vigilant. On agit en conséquence, et effectivement, c'est ça. Mais après, on est bien équipés, on a été très bien conseillés pour s'équiper ici, et du coup, on gère. Enfin, sincèrement, moi, je partais avec cette peur de me dire, je vais pas y arriver, il va faire trop froid, c'est pas possible. Non, sincèrement, il fait froid, c'est sûr, mais c'est totalement différent de ce qu'on peut s'imaginer quand on a connu l'hiver français. Ok, hyper intéressant. Et donc du coup, effectivement, vous étiez venu sans équipement et vous êtes équipé sur place. Oui, tout à fait. Ok. On s'est équipé, oui, ouais. Non, c'est hyper intéressant du coup de voir, parce que même dans la maison, quoi, quand il fait moins 30 dehors, dans la maison, ça doit se ressentir. Enfin, tu dois chauffer à fond. Enfin, non, ou c'est parce que les maisons, elles sont bien construites et elles sont pas si froides finalement. Comment ça se passe? Ça c'est un vrai sujet qui est choquant pour les Français qui font attention au réchauffement climatique et qui du coup font très attention à leur chauffage en France. Parce que la vérité aberrante, c'est qu'ici, on meurt de chaud dans les maisons. On meurt de chaud, on ne peut pas régler la température. Ah oui? En fait, ce qui se passe, c'est que dans la ville d'Astana, et en fait, c'est partout en ex-Union soviétique, il y a des énormes tuyaux de chauffage. Mais quand je dis énorme, c'est qu'ils font plus d'1 mètre de diamètre, qui parcourent la ville et qui chauffent, en fait, toutes les maisons, tous les immeubles, etc. Et la plupart des bâtiments, même nous on est en maison, mais on ne peut pas régler, on n'a pas accès à la température de la maison. Les tuyaux arrivent, ils chauffent et puis ils repartent ailleurs. Enfin vraiment, on n'a pas accès au thermostat. Donc il fait 27 degrés dans la maison. Ah ouais, c'est fou le contraste. C'est incroyable. Et en fait, il fait 27 degrés. Et en fait, il chauffe à 27 degrés du coup dans les maisons, mais également du coup dans les magasins, etc., etc. Donc du coup, la plupart des gens ouvrent les fenêtres parce qu'il fait trop chaud. Ah, c'est fou. Voilà, ça c'est la vérité. Donc on ouvre les fenêtres régulièrement, de temps en temps, on l'a fait à 10 minutes, bon après on referme vite parce que quand même il fait froid dehors, mais en fait, sincèrement, la vérité c'est qu'il fait très chaud dans les habitations. Donc par exemple, on sait qu'il faut pas trop s'habiller. Par exemple, si je vais faire les courses dans un magasin, je vais pas mettre de pull, je vais juste mettre mon manteau sur mon t-shirt. C'est tout, parce que sinon je vais avoir beaucoup trop chaud. Ça c'est des choses à réfléchir quand on sort. Bah ouais, parce qu'en fait c'est une sacrée gymnastique, quoi, parce que du coup il fait 25 degrés dans la baraque, tu sors, il fait moins 30, tu rentres dans un magasin, il refait 30 degrés. Ouais. Mais ton corps il doit halluciner, quoi, sur les changements de température comme ça, c'est fou. Ouais, ça c'est vraiment dingue. On nous l'avait dit avant qu'on arrive, et là on le constate, on se dit mais c'est dingue. Et en fait pour les gens ici, c'est tout à fait normal d'ouvrir les fenêtres. Il fait moins 30 dehors, il fait 27 dans la maison, ouvrons les fenêtres. C'est normal. Ok, alors bon, ok. Ouais, voilà, la vérité c'est que c'est vraiment surchauffé. Après ça s'explique aussi, il faut comprendre, en fait, quand même on le comprend, parce que quand il fait moins 30 dehors, et qu'on rentre dans la maison, on met du temps à se réchauffer quand même. Et on est quand même bien content qu'il fasse chaud comme ça dans la maison, parce qu'il faut vraiment un certain temps avant de se réchauffer. Sincèrement, moi, quand je rentre, par exemple, que je suis restée une demi-heure, 1 heure dehors par moins 30, on met au moins le même temps à se réchauffer dans la maison, c'est-à-dire à ne plus sentir qu'on a les jambes froides, etc. Vraiment, on peut mettre vraiment beaucoup de temps à se réchauffer. Donc, si la maison était... Moi, je connais des gens qui nous ont dit, hein, ils ont essayé à chauffer qu'à 19 parce que eux avaient un thermostat. Ils ont essayé et en fait, ils ont dit que non, c'était pas gérable quand ils rentraient de dehors et qu'il faisait extrêmement froid. Quand ils rentrent, ils n'arrivent pas à se réchauffer, en fait. Ouais. Donc, il y a quand même peut-être cette explication
voilà. Oui, c'est ça. Et puis même après, pour tout ton électroménager, ta tuyauterie de cuisine, etc., ça doit être aussi important que tout parte pas en mode congélation, quoi, parce que si t'as une défaillance, ça peut être aussi compliqué si c'est pas assez chauffé, quoi. Oui. Après, c'est vrai que le chauffage ici, ils rigolent pas avec. Hein. Toutes les habitations sont équipées de 2 systèmes de chauffage de sources différentes. Nous, on a un chauffage électrique et un chauffage, je veux pas dire de bêtises, je sais plus si c'est du gaz ou du charbon, parce qu'ici, ils chauffent encore beaucoup au charbon. Mais vraiment, de sorte que si jamais il y a un chauffage qui lâche, il y en a un autre de secours. Ça, c'est extrêmement important, parce que sinon, la maison, elle descend, et là, ça peut être très, très dangereux. Ouais, j'imagine. Ok, hyper intéressant. Pour conclure du coup cet épisode, pour toi, ça a été quoi ton plus gros challenge de ce projet d'expatriation ? C'est une bonne question. Peut-être que le challenge, ça a été de trouver notre rythme, de trouver ce qui nous convenait et j'ai vraiment en tête l'image d'un puzzle, de justement trouver comment organiser une journée type en y mettant tout ce qu'il faut. C'est-à-dire justement l'école des enfants, apprendre le russe, faire en sorte que les enfants aient des activités, en même temps qu'on ait aussi une vie sociale, donc réussir à organiser pour trouver justement comment faire garder les enfants le soir, où sortir, avec qui, vraiment organiser notre vie vraiment de manière très concrète. Comment faire les courses avec un dictionnaire, ce genre de choses. C'est vraiment organiser le quotidien. Finalement, je pense que c'était ça le plus challengeant. Et organiser le quotidien, j'y entends avoir du russe tous les jours, faire en sorte que tout le monde trouve son équilibre, que les enfants soient heureux, que nous, on ait notre équilibre de couple, un équilibre social aussi, etc. Je pense que c'est ça. Hyper intéressant. C'est vrai que déjà une expatriation dans un pays un peu plus proche culturellement du nôtre, c'est pas simple, mais là avec le russe et tout, j'imagine que c'est quand même pas aussi simple, et je pense qu'il faut quand même un certain temps pour trouver ses marques quand même. Oui. Écoute Clotilde, je te remercie infiniment d'avoir partagé ton expérience, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi, Émilie. Et puis je te dis à bientôt. Si tu veux revenir nous repartager d'autres expériences, ce sera avec plaisir. Avec grand plaisir. Écoute, merci Clotilde, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Émilie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous savez bien que ça nous aide à gagner en visibilité. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye!